Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le point sur les crypto-monnaies, les actualités aussi économiques, voir que ça bouge beaucoup là et tout est lié. Vous allez voir que ça qui est phénoménal dans l'économie, dans la finance, c'est que absolument tout est lié, que ce soit le cours de l'or, le cours des cryptos, le cours de la bourse. Voilà, donc on va voir tout ça, comment, pourquoi, mais là, bien sûr, évidemment, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à voir ensemble, notamment sur le Bitcoin, bien évidemment, et sur également les autres projets comme VeChain, XRP, notamment. Alors là, on a vu, c'est franchement une dinguerie ce qui s'est passé cette semaine, hein. Même sur le XRP, il nous a pondu un rattrapage d'anthologie rien que sur les prix. Rien que pour ça, ça mérite une vidéo à lui tout seul, le XRP, mais bon, quand même, je vais faire le résumé là-dessus. Et on parlera également de Cardano qui est en train de pousser aussi une remontada d'anthologie, hein, également, et pas que sur le plan des prix, également sur le plan, je dirais, macroéconomique, géopolitique, carrément. Bon, on va en parler, bien évidemment, de grosses nouvelles, hein, sur ce projet. Et finalement, ben, on finira par, comme d'habitude, hein, les actualités crypto plus générales et les actualités économiques également plus générales et même politiques, puisque à la fin, on parlera des États-Unis et de Donald Trump, forcément. Allez, donc c'est parti. Si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou où que vous soyez. Et puis c'est parti. Allez, on continue, on commence avec les ETF Bitcoin Spot et notamment le rapport de Farsight Investors avec, regardez, hein, le truc de fou qui s'est passé cette semaine. Encore, on n'a pas les tout derniers chiffres, en vrai, on a les derniers chiffres du 15 novembre 2024. Eh bien, on a eu une explosion nucléaire, littérale, hein, c'est du jamais vu, c'est record absolu depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot, puisque entre le 6 novembre et le 13 novembre, on a fait vraiment du jamais vu en termes de performance et d'entrée des flux de capitaux des institutionnels sur les ETF Bitcoin Spot. Et on a vu qu'entre le 14 et le 15 novembre, on a des sorties, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les baleines, les institutionnels ont commencé à prendre des profits, tout simplement. Donc là, ce qu'on assiste actuellement, ça a été une énorme montée, hein, on l'a vu, avec cassure des records sur records pour les prix du Bitcoin. Et derrière, sur les derniers jours que l'on voit là, on voit qu'il y a des prises de profit qui se font, ce qui est tout à fait naturel pour les baleines et les institutionnels. Et donc, on se retrouve avec un record absolu, un jamais atteint, c'est-à-dire avec 27,59 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot par les institutionnels. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui non plus seulement un bull run global, hein, du Bitcoin, on peut également désormais parler de bull run des institutionnels, c'est-à-dire que cette fois, c'est plus seulement les investisseurs particuliers qui FOMO sur le Bitcoin, c'est également un FOMO de la part des institutionnels. Sauf que la différence entre les investisseurs particuliers, le retail, comme on appelle ça, et les institutionnels, c'est que les montants engagés ne sont pas du tout les mêmes, hein. On l'a bien compris. Donc là, on parle effectivement de dizaines, voire même bientôt peut-être de trillions de dollars. Une énormité. Et là, on voit qu'on est bien passé en bull run. C'est que j'ai aussi le rapport, vous savez, sur les ETF des Ethereum Spot. Et là aussi, souvenez-vous, nous étions dans un total négatif, hein, jusque maintenant. Et cette semaine, on a eu des telles entrées sur les ETF d'Ethereum Spot qu'on est passé pour la première fois depuis leur lancement quasiment en positif. Vous voyez, avec 197,3 millions de dollars injectés enfin en positif sur les ETF Ethereum Spot. Donc nous sommes bien en train d'attaquer un bull run, hein, puisque les institutionnels, j'ai l'impression, retirent leurs capitaux petit à petit du Bitcoin qui a fait une énorme performance pour les dispatcher sur les altcoins, hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est en deux temps. Bon, allez, je continue, donc très très bonne nouvelle, hein, clairement pour la suite des choses. Je passe aux articles désormais pour le Bitcoin avec un article de cointribune.com. Bitcoin ou or, Bernstein alerte l'Inde sur son avenir financier. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est que
les gestionnaires d'actifs, même les banques, les gros institutionnels sont désormais en plein FOMO sur le Bitcoin, encore pire même que les investisseurs particuliers. Ils en sont même à conseiller les pays ou autres à acheter en fait du Bitcoin en masse. Et c'est exactement ce que disait notamment un des institutionnels la semaine dernière, je vous le disais. On a eu un qui conseillait d'acheter tout ce que vous pouviez. Voilà, on en est. Donc, il y a quelques années, on était à dire le Bitcoin, c'est pour les criminels, les bandits, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, c'était pour. Enfin, surtout pas y toucher. Aujourd'hui, les mêmes nous disent si vous en avez pas, vous avez raté votre vie presque, en fait. Quasiment. C'est presque ça. Donc là, on a un retour, on a un changement de paradigme assez incroyable sur le Bitcoin. Allez, je continue avec un autre article, cette fois de journalducoin.com. Réserve stratégique de Bitcoin aux USA, la sénatrice Cynthia Lumley dépose son projet de loi. Alors là, c'est carrément une dinguerie, voilà aussi. C'est que, ça y est, hein, avec l'élection de Donald Trump, hein, on a déjà parlé la semaine dernière un petit peu, eh bien, c'est officiel. Désormais, les États-Unis veulent créer leur réserve stratégique de Bitcoin, en fait, un peu au même titre que l'or. Donc, si ça s'avère, ça arrive jusqu'au bout, hein, ce projet de loi, parce que là, ça a été déposé, mais bien sûr, il reste beaucoup de temps, beaucoup d'étapes, hein, c'est administratif. Mais s'ils arrivent jusqu'au bout, je ne sais pas si vous imaginez dans quelle ère on entre. Ça veut dire qu'on aurait clairement le Bitcoin qui serait un actif de classe internationale, validé en tant que tel, légalisé en tant que tel par les États-Unis, rien que ça. Là, on ne parle pas de la même chose que du Salvador, par exemple. Et derrière, ce serait en fait légalisé au même statut que l'or physique, le Bitcoin d'un point de vue numérique. Tout simplement. Donc, on entre vraiment dans une nouvelle ère du Bitcoin. Après, il faut encore le temps, faut laisser le temps au temps, hein, pour que tout ça rentre en vigueur. Allez, je continue avec un autre article. Cette fois de cryptost.fr, la Pennsylvanie pourrait devenir le premier État américain à adopter le Bitcoin comme actif de réserve. Donc, on y est. Et regardez, donc la Pennsylvanie pourrait devenir le premier État américain donc à adopter le Bitcoin comme réserve stratégique en allouant 10% de ses finances au roi des crypto-monnaies. 10%, pour donner un ordre de grandeur, des actifs en fait de l'État américain, donc de la Pennsylvanie, ça représente tout simplement 10% de 7 milliards de dollars, donc 700 millions de dollars. Donc là, c'est un État qui propose d'injecter 700 millions de dollars dans le Bitcoin. Rien que ça. Donc voilà où on en est. Et si un État le fait, il n'y a aucune raison que les autres États américains s'y mettent. Et sans compter, bien sûr, la Réserve fédérale américaine qui peut s'y mettre et bien sûr le Trésor américain qui, vu ce que je vous montrais au niveau de l'article précédent par la sénatrice Cynthia Lumley, eh bien, le Trésor américain pourrait aussi acheter du Bitcoin. Donc là, on est totalement dans un délire absolu, c'est que on va avoir un bull run, je pense, hein, on mon opinion, d'anthologie. Parce que là, on a tous les ingrédients qui sont là pour soutenir un FOMO massif de la part autant des investisseurs particuliers que institutionnels, on le voit désormais. Et même politiques, maintenant. Donc, après, bien sûr, tout ça, ça reste à confirmer, hein. Ça, pour l'instant, c'est du blabla. D'ailleurs, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, très important que tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement et que vous devez faire absolument vos propres recherches avant d'entreprendre toute action que ce soit. Très important parce que je n'ai pas la science infuse, pas de boule de cristal, hein, je ne connais pas l'avenir et je donne mon humble avis sur cette chaîne. Et on continue toujours avec le Bitcoin et cette fois je repasse sur Twitter et notamment une information très intéressante de Vivek qui montre tout simplement l'évolution, en fait la courbe de l'évolution de l'adoption du Bitcoin en fonction du temps comparée à celle d'Internet. Et regardez, donc le Bitcoin, on est là et on reconstate que la courbe, si on les superpose avec la courbe de l'adoption d'Internet, c'est la même en fait que celle qui a eu lieu en 1999 et nous sommes vraiment à l'ère du début de l'adoption en fait du Bitcoin. Et on est tout à fait dans ce même genre de similitude, voire même nous allons plus vite parce que Internet, je rappelle, hein, est né dans les années 60, pour vous dire. Et après, ça a été adopté d'un point de vue militaire et ça a été rendu à la partie civile dans les années 90. Alors que le Bitcoin, il est né en 2009. Et vous voyez, la courbe d'évolution, quand même, est assez semblable, mais quand même plus rapide, puisque le Bitcoin est né il y a à peine
plus de 15 ans, quoi. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous investissez dans le Bitcoin, ça c'est mon avis, c'est comme investir en fait dans Internet dans les années 2000 au final. Donc, tout est bon pour l'instant, donc pour un méga bull run en anthologie, je vous le dis depuis quand même quelques semaines. On n'est pas assez bullish pour ce qui va se passer. Après, surtout, pensez quand même à votre stratégie de sortie, c'est-à-dire à prendre des profits au fur et à mesure de l'augmentation, parce que on ne connaîtra jamais le top, hein. Personne ne peut vous prédire quand est-ce que le top du marché du bull run va avoir lieu pour le Bitcoin, pour les altcoins. Donc, faites par palier, comme ça vous êtes sûr de prendre des profits. Voilà. Allez, donc maintenant ce sera tout pour Bitcoin, hein, mais c'est extrêmement positif, il faut l'avouer. On a encore de la marge sur ce cycle haussier. Je pense que la semaine prochaine, je ferai vraiment le focus sur les étapes du bull run, sur par exemple les deadlines qu'on a eu lors des précédents cycles pour essayer de faire un condensé, un peu un planning du bull run mathématique en fonction des cycles passés, même si ça ne garantit pas que le cycle actuel se déroule exactement de la même façon. N'empêche que, enfin, je l'avais montré la semaine dernière avec les graphiques, les tableaux, des performances du Bitcoin sur les années d'halving, sur les 3 derniers mois, par exemple septembre, octobre, novembre, il faut avouer quand même que, vous voyez, mathématiquement, l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'on a eu septembre qui était un petit peu positif là, pour Bitcoin, puis on a eu octobre, ça commence à péter, et là novembre, bon, on est en milieu novembre, hein, mais là on a des performances de folie sur le Bitcoin et sur les altcoins. Tout simplement, donc l'histoire se répète. Donc Bitcoin confirme sa cyclicité, entre guillemets. Donc la semaine prochaine, j'essaierai de faire un petit planning comme ça, en basant sur le cycle historique, pour vous tenir un peu informé. Bon, allez, donc cette fois, je vais passer désormais aux projets crypto comme le VeChain notamment. Donc, on va commencer avec un premier tweet, hop, de Apollo, vous voyez, qui a été relayé par la fondation VeChain, donc validé, qui fait référence à Aria, qui a tout simplement monté sa note en fait d'investissement sur VeChain à AAA, c'est-à-dire la meilleure note possible, hein, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, Aria a 35 critères de mesure, si vous voulez, pour mesurer un actif. Et donc, on est désormais sur le VeChain, c'est une des meilleures notations possibles dans la crypto-monnaie. Et il y a peu de crypto-monnaies qui peuvent se vanter d'avoir une telle note quelque part. Donc, c'est le top investment grade pour Aria. Voilà. Pour la première fois. Ça veut dire que plus le temps passe, et je vous dis, hein, je rappelle, parce que là, c'est le bull run, donc beaucoup de gens en fait se focalisent sur les mêmes coins, donc les shitcoins, ça sert vraiment à rien. C'est eux qui font la plus grosse performance, hein, on est d'accord, mais derrière, si vous voulez vraiment être quand même serein et dormir la nuit, parce que les shitcoins, c'est très volatile, encore plus dans le cadre crypto. Donc, vous pouvez faire des millions, hein, ok, si vous avez la chance de tomber sur le bon même coin, mais vous pouvez aussi tout perdre. C'est généralement ce qui se passe. Donc, il n'y a rien de mieux que de miser ses billes sur un projet avec des fondamentaux quand même assez solides. Et c'est ce que propose VeChain, hein, au final, au fur et à mesure du temps, on le voit bien, malgré, je dirais, les détracteurs du VeChain. Donc, ne jamais perdre de vue quand même, je vous rappelle, hein, les amis, les fondamentaux d'un projet, c'est bien plus important. Même par exemple, et c'est applicable à tous les niveaux d'investissement, que ce soit pour la bourse, notamment avec les entreprises. Donc les personnes, les investisseurs qui ont investi sur Tesla il y a quelques années, ils n'ont pas investi sur uniquement le fait que cette entreprise pourrait prendre de la valeur. Ça, c'est tout investissement est basé là-dessus, bien évidemment. Mais comment on détermine si cet investissement va prendre de la valeur? C'est simplement avec qu'est-ce qui compose en fait les ingrédients dans l'entreprise ou dans la crypto-monnaie qui fait que ça va prendre de la valeur. Eh bien, dans Tesla, c'est Elon Musk, c'est avec sa vision, également son passé, son expérience, mais aussi tout ce qu'il a mis en place au niveau de ses entreprises. Voilà, aussi simple que ça. Donc, VeChain confirme, vous voyez, confirme qu'ils ont les fondamentaux quand même assez solides pour continuer à gratter des parts de marché dans un narratif en plus qui est de plus en plus connu, hein, le RWA. Bon, et pas seulement, parce qu'il y a aussi le Internet of Things. Donc, aussi, autre nouvelle intéressante, alors ça,
J'ai pas encore plus de nouvelles, j'ai pas creusé plus, mais visiblement il y a une nouvelle roadmap qui va sortir pour le VeChain cette fois, donc vraiment pour la crypto-monnaie VeChain. Donc il semblerait que les fondateurs là, de la fondation VeChain, eh bien, est prévu de refocaliser leur attention sur le VeChain en particulier, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques, puisqu'ils sont concentrés sur VBether DAO, et donc les crypto-monnaies V3 TO, alors je sais jamais je sais jamais les noms, et B3 TR, voilà, Bether et VOT3, un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que ça a été, ils ont fait le feu des critiques, parce qu'on s'est dit, mais quel est le lien avec VeChain? Il y a bien un lien, mais c'est vrai qu'il est indirect. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont entendu le cri des investisseurs et ils proposent donc une nouvelle roadmap. Il y a aussi un système, un nouveau schéma au niveau de des ambassadeurs. Pourquoi pas? Ils vont changer la tokenomics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas plus de nouvelles, mais ça veut dire qu'ils vont changer aussi le protocole. On verra. Ensuite, ils proposent également un nouveau stablecoin. Donc là, on voit bien que XRP, hein, vous voyez d'un côté Ripple qui lance le RLUSD. Là, on avait Chain qui commence à annoncer un nouveau stablecoin avec le bridge USDC. Donc, avec sûrement un partenariat, pourquoi pas, avec Consensus. Pas Consensus, Circle, pardon, donc l'entreprise derrière l'USDC. Le VUSD, donc pourra être swappé pour le Glue USD. Alors ça, je l'avoue, je ne suis pas cherché, mais bon, pourquoi pas. Il y aura des nouvelles performances en termes ou projets en termes marketing. Il y aura des intégrations, OK, et des pilotes sécurisés de la part de BCG, donc Boston Consulting Group. Je rappelle, hein, le partenaire principal de la fondation VeChain. Écoutez, ça me semble plutôt positif, mais on est quand même early par rapport à ces annonces-là pour s'engager et dire que c'est encore vraiment du positif. Ça reste à voir. Donc, une fois que j'aurai la roadmap, et j'espère le plus tôt possible, eh bien, je vous en ferai part, hein, j'expliquerai tout ça, je creuserai plus en détail, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments pour dire vraiment est-ce que ça va être une révolution, ça va être vraiment positif ou pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté de remettre le VeChain peut-être, hein, enfin la crypto-monnaie VET, au cœur du sujet actuellement, puisque la plateforme VBether DAO, j'ai envie de vous dire maintenant, elle est lancée et elle vit d'elle-même quelque part. Bon, allez, je continue, toujours sur VeChain, hein, c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment, ça bouge beaucoup, hein, je vous dis là, on est en train de partir vraiment en vrille hein, dans tout le secteur crypto, et je n'ai pas attaqué encore le XRP ni Cardano, alors là, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, Mad V-Ape, voilà. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Tout simplement parce que, comme je vous disais, comme la plateforme VBether DAO vit d'elle-même désormais, c'est qu'on a un projet notamment sur les NFT, vous savez, enfin, sur l'écosystème du VeChain, il y a des NFT, comme tout écosystème crypto digne de ce nom. Et donc là, un des projets principaux au niveau des NFT, les plus reconnus sur l'écosystème VeChain, désormais réfléchissent, voilà, ils réfléchissent à créer leur propre DApp sur la plateforme VBether DAO. Voilà. Et c'est eux après, hein, là où je vous dis que le projet VBether DAO est quand même solide, c'est que c'est plus la fondation VeChain qui organise tout ça. Maintenant, c'est que c'est dans les mains de n'importe qui, de façon décentralisée et à la fois des développeurs lambda qui veulent créer leur DApp sur la plateforme VBether DAO et également les utilisateurs de la plateforme VBether DAO qui votent pour les projets qu'ils veulent voir sur leur plateforme désormais. Donc prochainement, Mad the Ape, le projet de NFT le plus célèbre sur VeChain, eh bien probablement qu'ils vont venir créer quelque chose, hein. Ils ne savent pas encore exactement quoi, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils demandent des idées, mais c'est un des projets qu'ils ont. Vous voyez un petit peu le potentiel de la plateforme VBether DAO. Là, on est très loin enfin, d'avoir exploité le potentiel global. Maximum, très très loin, parce qu'on n'est qu'à 7 applications. Chaque semaine, quasiment, on a des annonces de nouvelles applications qui vont arriver sur la plateforme VBether DAO. Donc, imaginons que ça continue comme ça. Imaginez un peu le potentiel sur le prochain cycle. Hein, je ne sais pas, c'est-à-dire dans 4 ans. Je suis à peu près sûr que s'il continue dans cette voie, la plateforme VBether DAO générera des transactions de folie et des volumes de folie. Bon, allez, je continue. Donc, plutôt toujours positif hein, pour VeChain. Alors, toujours sur VeChain, autre dernière nouvelle très intéressante.
Donc là, j'ai un tweet de Eisenreich qui fait référence à la dernière nouvelle, vous voyez, de Coinbase, hein, qui a annoncé créer un index boursier, entre guillemets, crypto, qu'ils appellent le Coin 50, donc Coin 50, pour traquer, en fait, les performances des 50 premières et plus larges crypto-monnaies en termes de market cap ou en termes de solidité. Et bon, bien évidemment, VeChain fait partie tout simplement de de cet index Coin 50, donc à cette place-là. Vous le voyez, il a souligné, enfin, il a encadré en rouge. Il est là, aux côtés de Render et de Cosmos, juste à côté, et il y a Hedera HBAR également derrière. Donc, on voit que en plus, vous avez les composants de l'index en termes de pourcentage. Ça, c'est assez intéressant. Et on voit que c'est donc Bitcoin, Ethereum, Solana hein, qui raflent la mise. Bien évidemment, c'est normal. Et derrière, vous avez à peu près tout le monde au même niveau quasiment, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, allez, je continue. Donc, je passe cette fois à un article intéressant de Crypto News Flash qui fait référence au RWA et à la tokenisation en fait du marché d'ici 2030. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez voir le titre, donc VeChain set the standard in RWA tokenization as 600, donc 600 milliards de dollars en fait de marché sont émergents d'ici 2030. Donc, voilà, donc, pour la traduction, je vous l'ai dit, en fait, VeChain c'est le leader entre guillemets de la tokenisation, c'est-à-dire du real world asset, hein, tokenisation des assets avec un marché qui est actuellement estimé à quelques trillions de dollars, c'est déjà pas mal, hein, mais vraiment c'est rien du tout comparé à ce qui peut émerger d'ici 2030. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la volonté des institutionnels, on le voit bien avec BlackRock qui a construit leur propre fonds de tokenisation d'actifs, on le voit bien avec XRP, le Ripple, l'entreprise derrière le XRP qui mise tout sur la tokenisation des actifs, les institutionnels qui parlent de plus en plus de RWA, que c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans le narratif au même titre que l'intelligence artificielle, au même titre que notamment le côté Web 3 avec le métaverse, etc. Le narratif du précédent cycle, hein, je vous rappelle. Donc là, aujourd'hui, je pense que ce cycle-là, ou alors si c'est pas ce cycle-là, ce sera le cycle d'après, on aura un narratif du RWA et voilà, je donne mon avis, voilà, c'est mon humble avis, je prends les paris que VeChain va tout exploser sur son passage à partir de là, parce que ils sont tout simplement trop précieux, entre guillemets, trop utiles, justement sur la tokenisation des actifs, puisque c'est l'essence même, hein, je rappelle, du VeChain, dans la création même de l'essence du VeChain. À la base, VeChain, pourquoi il a été créé, hein, je rappelle, petit aparté, il a été créé pour justement lutter contre la contrefaçon en Chine, et qui partait de Chine. Hein. Voilà, puisque je rappelle que le PDG de la fondation VeChain, donc Sonny Lu, c'était un ancien de Louis Vuitton, il travaillait justement dans la lutte contre la contrefaçon. Voilà. Et donc là, il a eu l'idée de créer VeChain justement pour ça. Donc l'essence même de VeChain, c'est RWA à la base. Donc, et eux, à l'inverse des projets récents qui sont dans le RWA, ça fait des années qu'ils construisent tout ça. Ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. J'espère, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez de ce projet. Il est en train, j'ai vu, hein, de récupérer un petit peu les pertes au niveau des prix qu'il avait eu. On voit qu'il performe bien en ce moment le VeChain et je ne serais pas étonné, vraiment, on verra. Hein. Je peux me tromper, bien évidemment, c'est mon opinion. Mais s'il nous fait une remontada d'anthologie comme il l'a fait au dernier cycle, donc c'est pour ça que je vous dis ne pas négliger la puissance des crypto-monnaies en termes de répétition des comportements entre les cycles. Et je rappelle que VeChain, au dernier cycle, a quand même fait une performance incroyable, hein, parce que c'est passé, il est monté jusqu'à 0,25 centimes d'euros. Voilà, donc on a encore de la marge, hein, c'est-à-dire que là on peut faire encore un x10, pourquoi pas, si VeChain répète un petit peu son évolution de la courbe des prix du précédent cycle. Donc, plutôt pas mal, et surtout qu'il y a 4 ans, on n'était pas du tout dans la même configuration qu'actuellement, puisqu'il y avait 300 000 portefeuilles, 400 000 portefeuilles actifs contre 10 fois plus, même plus de 10 fois plus aujourd'hui, qu'on a on a 4 300 000 portefeuilles actifs sur l'écosystème de VeChain.
Donc vous voyez, c'est pas du tout la même configuration aujourd'hui. Il n'y avait pas le narratif RWA, il n'y avait pas la plateforme VBetterDAO, il n'y avait pas la traçabilité, il n'y avait pas le partenariat avec Boston Consulting Group. Bon, ça sent bon quand même, hein. Voilà, je ne vais pas vous cacher les choses. Moi, personnellement, je suis bullish et je reste vraiment froid, c'est-à-dire dans l'analyse, hein. Par exemple, vous avez vu BV Digital Collectible. Alors, je ne veux pas en parler là parce qu'il n'y a pas des nouveautés incroyables, même si une performance un petit peu là sur les prix. Mais bon, en termes de fondamentaux, BV Digital Collectibles perd quand même. euh, voilà, on sent hein, se dégrade au fur et à mesure du temps, même s'ils arrivent à construire des choses. Mais c'est pas assez vite et ça lasse les clients. Ça, je ne dis pas de vous le dire. Donc, le but dans la crypto, ce n'est jamais être amoureux en fait des projets dans lesquels vous investissez. Ça, c'est très dangereux et toujours rester froid. Donc là, je vous dis en tout, toute froideur, si je puis dire. Vraiment, VeChain, c'est plutôt un projet solide sur tous les points de vue, hein. Il coche toutes les cases. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Allez, on continue. Autre projet qui coche toutes les cases, même encore plus désormais, c'est donc Ripple et le XRP. Alors là, vous avez vu, franchement, c'est assez incroyable ce qu'il nous a fait. C'est-à-dire qu'en une journée, Ripple, enfin XRP est passé de 50 centimes à plus de 1 dollar. Donc, ça, c'était du jamais vu depuis quand même 2021. Donc, on a eu vraiment une remontada d'anthologie et il nous a fait ça en une journée. Donc, pour vous donner un peu la puissance du XRP actuellement, et je vous expliquer bien évidemment, mais vous le savez hein, sûrement, pourquoi il s'est passé ça. Donc déjà, première information de Ripple, hein, directement officielle, c'est le lancement imminent du stablecoin RLUSD et donc un tournant très proche de l'essence même de Ripple et de son utilité. Que je rappelle que là, Ripple, on va en fait tout simplement directement concurrencer le Tether hein, et donc et son stablecoin Tether USD, enfin l'USDT plutôt, et donc pouvoir peut-être générer des milliards et des milliards de revenus, puisque je rappelle que Tether a moins de partenariats que Ripple, mine de rien. Donc même s'il génère des bénéfices incroyables, hein, c'est clair, Ripple est bien plus reconnu sur le marché gouvernemental mondial et sur le plan international au niveau des institutionnels, puisque Ripple a quasiment enfin, beaucoup de banques centrales en termes de partenaires, des partenaires qu'on connaît et des partenaires qu'on ne connaît pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Ripple eux-mêmes qui l'ont dévoilé. Ils ont des partenariats cachés quelque part. Et ils ont bien évidemment quasiment toutes les grosses banques dans la poche en fait. Voilà. Et le seul frein qu'il y avait jusqu'à maintenant pour Ripple, c'était le procès de la SEC contre Ripple. Or, ça, c'est en train de largement d'être balayé, on va voir pourquoi. Donc déjà, première chose, hein, je rappelle, lancement imminent du stablecoin, très intéressant. Quand je vous disais que les banques commencent vraiment à mettre le paquet sur Ripple et sur le XRP, c'est que là, on a Société Générale, vous voyez, donc un article de CoinDesk, Société Générale, donc, et son stablecoin, là, le EURCV, donc qui est backup sur l'euro, eh bien, sera fonctionnel sur le XRP Ledger, notamment en plus du réseau Ethereum et Solana. Donc, autrement dit, le stablecoin RLUSD sera également utilisable, pourquoi pas, en backup par la Société Générale, en fait, quelque part derrière. Donc, vous voyez le délire un peu dans lequel on rentre. Les banques commencent à se lancer sévèrement, hein, Société Générale, quoi. Il y a 5 ans, on m'aurait dit Société Générale, ils créeraient un jour leur stablecoin et ils utiliseraient machin, la crypto, mais tout le monde aurait rigolé, quoi. Bah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, allez, je continue. Donc voilà, ils sont toujours en train de tester un ERL-USD. Là, vous voyez, avec le ERL-USD complètement fonctionnel, ça va se lancer. Je continue. Article de Coin Academy. 18 États américains déposent une plainte contre la SEC et son président Gary Gensler démissionne. Point d'interrogation. C'est pas encore sûr à 100%, mais il a fait un communiqué Gary Gensler où il disait qu'il remerciait tout le monde entre guillemets pour son travail et tout le blabla qu'il fallait. Donc c'était vraiment une lettre d'adieu hein, quelque part. Donc ça se précise au moment où donc, Donald Trump déjà remporte les élections américaines et qu'en plus 18 États américains lui tombent dessus à bras raccourcis.
Donc, forcément, il y a un moment où il s'est dit, allez, c'est trop chaud, je vais me tirer. Donc, voilà, et forcément, ben, si Gary Gensler démissionne, on va avoir un changement de politique, d'approche de la part du gendarme boursier américain vis-à-vis de toute l'industrie crypto, surtout que là, on a, avec Donald Trump, un gouvernement totalement pro-crypto. On l'a vu avec les articles que je montrais précédemment. La sénatrice, donc Cynthia Lummis, qui veut carrément créer une réserve stratégique de Bitcoin avec alors je sais plus le nom de la loi, mais le acte machin, hein. Et en plus, la Pennsylvanie qui propose déjà d'allouer 10% de ses fonds, c'est-à-dire 700 millions de dollars, sur une réserve de Bitcoin à un niveau local. Ah, vous voyez pas le délire. Donc forcément, la SEC, tout ça, eh bien, faut l'écrémer, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est très bon pour le XRP, parce que déjà qu'ils étaient en train de gagner leur procès contre la SEC, désormais, il y a fort à parier que la SEC tout simplement abandonne en fait son procès désormais, hein. Avec un changement de direction, abandonne tous ses procès en cours contre l'industrie crypto. Donc, assez marrant, hein, ce qui se passe. Et donc, moi, je vous dis, bah, bravo, enfin, simplement un seul mot à la tête, bravo à tous les guerriers qui ont tenu jusque-là, qui ont enfin, détenu du XRP, même du Bitcoin. Enfin, moi, je vous dis chapeau. Voilà, on a traversé la tempête là, du bear market. Toutes les personnes qui se moquaient de nous, bah là, je peux vous dire qu'ils se moquent vraiment moins de nous. Ils vont encore moins se moquer de nous, hein, parce que là, je pense que c'est vraiment le début. Donc, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, hein, sélectionnez bien votre environnement, gardez les personnes qui ont toujours cru en vous, qui ont toujours eu confiance en vous, même si ils n'approuvaient pas forcément, c'est normal, mais bon, c'est quand même atypique la crypto, donc on peut comprendre. Mais les personnes qui sont vraiment moquées de vous, qui ne croyaient pas en vous, tout ça, c'est pas des amis, donc vous les dégagez. Enfin, personnellement, moi, ce que j'ai fait, je ne vous cache pas, hein. Parce que derrière, là, on est vraiment dans un nouveau paradigme où autant vous entourer de personnes qui croient vraiment en vous, parce que vous allez voir que ça va continuer. Cette voie-là, et là, pendant 6 mois, on va avoir un bull run d'anthologie poussé par les institutionnels. Le XRP, vous voyez, il a déjà atteint le 1 dollar. Alors que en une journée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a vraiment un potentiel énorme pour changer tout simplement de vie au niveau matériel, hein, clairement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite du tout cœur, hein, et je vous dis encore bravo les guerriers, parce que c'était pas simple au niveau émotionnel d'encaisser tout ça. Allez, donc je continue. Allez, sur le prochain projet, là aussi il y a des choses à dire, et notamment sur le Cardano et le ADA, la crypto-monnaie ADA. Puisque là, vous avez tout simplement une énormité absolue, c'est que le fondateur, donc Charles Hoskinson de ADA, dévoile dans cette petite vidéo, alors je ne vais pas vous passer parce que c'est en anglais et tout, donc il faut le résumer. D'ailleurs, le résumé est fait par Colin Brown indirectement. Tease tout simplement des nouvelles de SpaceX. Et donc, il faut savoir qu'en fait, donc Charles Hoskinson a rencontré Elon Musk, donc nouveau qui fait partie désormais du gouvernement américain, hein, je rappelle. Et donc, il dévoile qu'il a, à partir de là, fait un NDA. Donc, NDA, qu'est-ce que c'est aux États-Unis? C'est ce qu'on appelle le non-discover agreement, ou quelque chose comme ça. Non-agreement ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire, en fait, un document qui empêche, quelque part, un document de confidentialité, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme en France, hein, vous signez un papier, comme quoi vous n'avez pas le droit de dévoiler certaines informations à travers cet accord. Et donc, il déclare que, voilà, il a signé donc un NDA, Charles Hoskinson, avec, donc, sûrement Elon Musk, puisque ça a en lien avec SpaceX, et on pense pourquoi pas à Starlink également. Voilà. Et donc, forcément, il dit, bon, ben, pour l'instant, je peux rien dire, je suis sous NDA, mais dès que je serai plus sous NDA, je vous en parlerai. Donc, c'est forcément un énorme truc, hein, on peut le dire. Après, du coup, ça génère des fantasmes, hein, mais c'est en lien avec le ADA. Et comme par hasard, le ADA a explosé avant, et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que le ADA a explosé en termes de prix, bien avant qu'on sache, que tout le monde sache, que Charles Hoskinson avait rencontré donc, le gouvernement américain, enfin Elon Musk, et fait un NDA avec SpaceX ou Elon Musk notamment. Donc ça veut dire qu'on a des investisseurs internes, toujours comme ça de toute façon, pas rêver, ou des institutionnels qui savent
eux, ce qui s'est passé avec ça, et qui ont du coup acheté du Cardano en masse, ce qui a fait exploser les prix du Cardano, enfin du ADA. Et ça, c'est pas quelque chose à négliger, parce que quand les baleines réagissent comme ça, se jettent en masse sur un projet, c'est exactement la même chose pour le XRP, hein. Le XRP, dès qu'on a eu la nouvelle de Gary Gensler qui dégageait, bon, bah, son anticipation, hop, ils savent qu'il n'y aura plus de procès contre le XRP, qu'on va avoir une régulation claire. Mais ça, même les investisseurs particuliers l'ont compris, hein. Bon. Là, c'était autre chose, parce qu'on n'avait pas l'info et on l'a vu après, en fait, en ricochet. Et on a vu, et tout le monde se demandait comment c'était possible que le ADA, d'un coup, là, il explose sans aucune raison. Parce qu'il n'y avait aucune raison derrière, si ce n'est la montée du Bitcoin. Voilà. Donc, on a eu la réponse. Donc, bien sûr, ça a fait des remous, hein. Donc, on voit bien dans les articles, là, je vais vous montrer un petit article ouais, de cointribune.com. Crypto, Solana battu, Ethereum menacé. Pourquoi Cardano crée la surprise? Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a une performance sur le ADA tout simplement incroyable. Alors que normalement, ça aurait dû être quand même, allez, Solana ou Ethereum peut-être, qui aurait dû exploser à la hausse suite à la montée du Bitcoin. Bon, donc tout le monde s'est vraiment posé la question, donc qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Et après, on a eu la nouvelle de Charles Hoskinson, qui est sorti de nulle part, hein, avec son truc-là, et voilà. Bon, allez, je continue avec, cette fois, je vais passer aux actualités crypto en plus général, mais vous comprenez bien qu'il se passe beaucoup de choses là en ce moment, et que en fait, l'élection de Donald Trump à la tête de l'État là, avec un gouvernement pro-crypto, forcément, ça, en plus au bon moment, hein, je dirais en fin d'année, en cycle bull run, ça ne peut que alimenter derrière le feu de la masse d'argent qui est en train de, le tsunami d'argent qui est en train de se déverser dans la blockchain, dans les crypto-monnaies et dans les actifs tokenisés. Voilà, donc là j'ai un article de Cointelegraph France, les actifs tokenisés, le nouvel Eldorado des investisseurs, puisque le secteur de la tokenisation des actifs pourrait dépasser 30 000 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de dollars d'ici 2030 grâce à l'implication croissante des institutions financières traditionnelles et innovantes. Voilà. Donc comment ne pas penser au projet RWA actuel, hein, les récents comme Ondo, enfin, Rio peut-être, mais aussi VeChain, bien évidemment, il y en a plusieurs, euh, pour ce narratif. Donc on voit que c'est un narratif, s'il n'explose pas là, ce cycle, il explosera à mon sens dans le prochain cycle. Donc c'est des choses à avoir déjà en stratégie pour le prochain bear market, hein, qui aura lieu en 2026, par là peut-être, et un peu plus tôt ou un peu plus tard. Eh bien c'est des choses auxquelles il faut réfléchir pour d'ailleurs vos futurs investissements, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce serait, je pense, un bon cheval de bataille. Là, j'ai un autre article alors, j'ai oublié de vous le montrer, excusez-moi, pour le XRP. Donc, j'en reviens, je fais le rétropédalage sur le XRP. Là, j'ai l'article, je sais pas si il est passé entre les mains du filet. Donc, le XRP bondit alors que le PDG de Ripple, Garlinghouse, rencontre Trump, une nouvelle ère pour les crypto-monnaies. Donc, vous voyez que là, on a Charles Hoskinson qui a rencontré donc Elon Musk. Hop, on sent qu'il y a des choses en coulisses qui se passent. Et on a Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, qui lui rencontre carrément Donald Trump. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas le retour de ce qu'ils se sont dit, bien évidemment. Ça a été quelque chose de plus ou moins secret. On aura des nouvelles, je pense, dans les mois qui viennent, avec des annonces, pourquoi pas. Mais on voit bien que là, il se passe quelque chose et que la volonté, on dirait bien, du futur gouvernement Trump, c'est de, de toute façon, ils le mettent, hein, de rendre l'Amérique great again par tous les moyens possibles. Et on voit bien que la technologie, là, qui est inévitable, au même titre qu'Internet, hein, on l'a vu avec la courbe de l'adoption du Bitcoin, qui est similaire à celle d'Internet, c'est-à-dire que la prochaine puissance mondiale, on va dire, sera celle qui maîtrisera à fond la blockchain, la tokenisation des actifs, etc. Parce que c'est beaucoup trop avantageux sur le plan de vue économique. Ah, c'est pas compliqué. Et je pense que le gouvernement de Trump, en fait, l'a compris, hein. Simplement, quoi qu'on puisse dire sur le personnage Trump lui-même, je pense qu'ils ont eu l'intelligence, à l'inverse du gouvernement précédent, ils ont eu l'intelligence de comprendre que leur dollar est en train de mourir et qu'ils auraient beau prendre toutes les mesures qu'il faut, même déclencher des guerres ou quoi, ça n'empêchera pas justement le dollar de s'effondrer à cause des dettes. Et donc il y a un seul moyen en fait de sortir de ce problème, c'est justement de créer une nouvelle économie alternative et notamment, pas en créer une nouvelle, parce qu'il y en existe déjà une, c'est le Bitcoin. Et
les avantages liés aux cryptos annexes comme le XRP, qui ont, pourquoi pas, d'autres crypto-monnaies liées au RWA, pourquoi pas le VChain, on verra. Parce que justement, c'est beaucoup trop utile et ça participe à améliorer en fait le système, tout simplement. Bon. Voilà, donc petit article, j'avais oublié de vous passer, mais qui explique aussi en partie pourquoi le XRP est en train d'exploser là en ce moment, parce qu'il y a trop de bonnes nouvelles qui s'enchaînent là-dessus. Allez, je continue sur les actualités crypto plus générales, hein, on continue. Donc un article de Cointelegraph France, Goldman Sachs investit massivement dans les cryptos malgré ses critiques passées, puisqu'ils ont révélé qu'au deuxième trimestre, donc 2024, ils ont ajouté 300 millions de dollars au portefeuille de d'ETF Bitcoin, augmentant son exposition de 71%. Goldman Sachs, hein, on ne parle pas de la banque pro-crypto du coin, hein, on parle de Goldman Sachs qui était anti-crypto, d'ailleurs qui s'écrit dans l'article, critique vivement dans le passé le Bitcoin, les crypto-monnaies, mais ils ont investi en masse dans l'ETF Bitcoin et on imagine qu'ils sont passés par BlackRock hein, ou Fidelity, enfin un gros quoi, pour sécuriser leurs investissements. Donc quand je vous dis qu'on a un FOMO institutionnel, voilà, c'est avéré. C'est pas des petits institutionnels, c'est vraiment les grosses banques. Bon, allez, donc on n'est pas assez bullish, hein. Moi je crois que les gens ne réalisent pas en fait ce qui est en train de se passer. Nous on réalise parce qu'on est dedans, on est à fond, entre guillemets. Mais je pense que les gens qui s'intéressent pas à la crypto ne réalisent pas vraiment le changement de paradigme économique auquel nous allons assister, auquel nous avons la chance, nous, en fait, de prendre en tant qu'opportunité pour investir justement là-dedans. Malheureusement, ça veut aussi dire que c'est la fin également, je pense, hein, après c'est mon avis, des monnaies fiat. Et que donc, on va assister vraiment à une crise économique sans précédent, puisque les monnaies fiat ne vaudront rien. Je pense que si les institutionnels et le gouvernement, notamment de Trump, là, se jettent autant sur les crypto-monnaies, c'est justement pas pour rien. C'est parce qu'ils anticipent peut-être, ils ont compris que les monnaies fiat, là, que les dettes publiques, ça allait être un massacre. Ça allait conduire à la fin du dollar, à la fin de l'euro, de toutes les monnaies fiat. Et donc, il ne resterait que les monnaies alternatives comme le Bitcoin. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un peu une guerre économique. De la part du monde, c'est que le prochain grand gagnant de l'histoire là, au niveau mondial, ce sera celui qui aura le plus de Bitcoin, en fait. C'est un peu ce que dit Michael Saylor. C'est également ce qu'a dit Elon Musk. Alors, pas sur la crypto, mais il a dit il était très inquiet de la dette publique américaine et qu'il fallait prendre le taureau par les cornes hein, pour justement réduire cette dette et trouver des solutions. Ça me fait penser à ça, vraiment. Allez, je continue avec un autre article, cette fois de journalducoin.com. Si mon PC le veut bien, voilà. Donc, Bull Run, les volumes de cette crypto-bourse réservés aux institutionnels explosent à 36 milliards de dollars. Voilà, donc, on en revient, hein, ça se répète. Voilà, c'est tout ce qui est institutionnel, c'est en train d'exploser. Ils sont en masse dans la crypto-monnaie, ils ne cherchent plus à comprendre, ils y vont, ils achètent tout n'importe quoi, je pense. Ils doivent être comme les investisseurs, au final, les tout premiers sur le Bitcoin. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on en veut toujours plus. Je pense que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Voilà. Allez, là j'en viens à des nouvelles plus terre à terre, notamment avec Fnac Darty, hein, pourquoi pas, mais pour vous dire où on en est quoi. C'est-à-dire un article de cryptost.fr, Fnac Darty lance un passeport numérique pour mettre l'électroménager sur la blockchain. Quand je vous disais que, voilà, on parle vraiment d'une technologie là, de la blockchain qui est en train de balayer tout sur son passage, ben en fait c'est comme Internet dans les années 2000. Au début, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est de la daube. C'est pour le criminel. Et puis aujourd'hui, on voit quand c'est utile, ben, vu qu'il y en a un qui l'adopte, si on ne l'adopte pas à côté, si l'entreprise ne l'adopte pas à son tour, les concurrents, ben, les concurrents coulent. Parce que justement, il y a une entreprise qui a utilisé la technologie et qui est bien plus performante que les autres. Donc tout le monde est en train d'adopter maintenant la technologie blockchain. Donc là, ce serait la technologie Ariane, comme vous voyez Ariani, enfin, Ariane. Et le but, c'est de justement, comme par hasard, hein, d'utiliser une technologie similaire à celle de VeChain. Donc là, ils n'utilisent pas le VeChain, mais quelque chose de très similaire, c'est-à-dire c'est un passeport numérique qui permet de suivre en fait l'évolution des composants justement de l'électroménager. Avec, même pour le marché de l'occasion,
voir si c'est pas de la contrefaçon, ainsi de suite. C'est marrant quand même, hein, on retrouve quand même les mêmes éléments. Bon, voilà. Donc pour vous dire qu'on n'est pas assez bullish sur la blockchain, sur les cryptos. Je pense qu'on nous, on a la chance vraiment d'assister à ça, quoi. Allez, donc je passe cette fois aux actualités économiques ou un peu géopolitiques, enfin économiques, ce que vous voulez, avec quelques petites nouvelles, hein, je ne m'attarde pas dessus non plus trop, avec un article de l'Echo, Trump se prépare à imposer la paix en Ukraine, l'Europe perd l'initiative. Voilà, donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, déjà, on peut dire ce qu'on veut du personnage Trump, mais au moins, lui, quand il était président déjà dans le passé, c'est le seul président américain qui n'a pas créé de guerre. Déjà rien que ça, quoi. Donc on peut le traiter de tout ce qu'on veut, mais lui au moins, il n'a pas créé de guerre. Et sur le plan économique, justement, il a remonté les États-Unis. Donc ça, il faut lui accorder. Peut-être ça plaît pas, sûr, ça plaît pas à beaucoup de monde dans ce que je dis, mais voilà, on regarde les faits. Lui, il a vraiment participé à remonter les États-Unis. Forcément au détriment du reste du monde, puisqu'il ne s'est pas intéressé à vouloir faire la loi à droite à gauche dans le reste du monde, à part le gendarme américain, quoi. Bon, contrairement au Biden et compagnie. Donc, si, c'est vrai que c'est un de ses plans dans les cartons, c'est d'imposer la paix à l'Ukraine. Enfin, hein, pourquoi pas, ça changerait, nous. Hein. Et donc, l'Europe perd l'initiative, effectivement, puisqu'il y aurait plus tout le lobby d'armes compagnie pour l'Ukraine, et forcément, ça plaît pas beaucoup aux élites européennes qui sont va-t-en guerre jusqu'au boutiste, mais qui surtout, elles, ne veulent pas faire la guerre elles-mêmes en tant que personne, hein, surtout n'iraient pas sur le front. Donc, plus simple d'envoyer des gens dans la guerre à leur place ou de laisser les Ukrainiens se faire massacrer par les troupes russes. Voilà, bon, petit aparté, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train tout simplement de se faire lâcher par les États-Unis, puisque Trump ne nous aidera pas au niveau de l'Europe, encore moins pour faire la guerre contre l'Ukraine, c'est-à-dire que au mieux, s'il n'arrive pas à mettre quelque part un plan de paix, ben, il nous laissera l'Europe se débrouiller avec l'Ukraine faire la guerre, hein, voilà, comme des grands, donc on sera bien défoncé parce que sans, en plus, avec l'OTAN, déjà on se fait défoncer, mais en plus sans les États-Unis, bon, alors on se fera exploser. Mais en plus, au niveau économique, il va pas nous rater, hein, ça ce qu'il disait déjà depuis un petit moment, c'est que s'il est président, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des taxes dans tous les sens, hein, vous voyez, parce que là, on a un article de Figaro, Économie, les menaces de surtaxe de Donald Trump plongent les bourses européennes dans le rouge. Ça, c'est 12 novembre 2024. C'est ce que disait Donald Trump, c'est que tout ce qui s'est passé au niveau de l'inflation aux États-Unis, il le ferait payer très cher, parce que pour lui, c'est la guerre Russie-Ukraine en fait qui est responsable de l'essor de l'inflation aux États-Unis, et donc il rattraperait, entre guillemets, je grossis vraiment, hein, je caricature les propos, mais en gros c'est ça, il rattraperait du coup cette inflation-là, ou les coûts que ça engendrait en partie sur, il les répercuterait sur l'Europe, en gros. Donc nous on est mal barré hein, dans tous les cas, mais je veux dire, ça ne changerait pas beaucoup hein, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais ce serait bien qu'on ait quelqu'un peut-être comme Trump, hein, au final je choque peut-être beaucoup de monde quand je dis ça, mais au moins lui il s'intéresse à son pays, il aime son pays, pas comme nos dirigeants en carton, quoi. Voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, maintenant on va passer au, justement, en parlant de chiffres, tout ça, on va parler du dollar, notamment de l'euro. On va passer ensuite, je parlerai du pétrole, du cours du pétrole, et notamment des bourses voilà, européennes, ça, je voulais voir. On verra un petit peu ce qui se passe là, à l'instant T, hein, sur les marchés boursiers du CAC 40 et du S&P 500 pour retranscrire un petit peu l'article de Figaro. Bon, au niveau de la bourse, donc là je suis sur Boursorama et voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de l'euro. Donc c'est pas bon puisque on voit qu'on perd du terrain, hein, l'euro par rapport au dollar. Alors sur 10 ans, on le savait, c'est un massacre. Mais on voit que là sur un mois, nous avons perdu 3% par rapport au dollar. C'est énorme pour une monnaie. Donc comme vous pouvez voir, sur un mois, voilà où on en est. Donc j'étais à 1,094. Maintenant, on est à 1,055 et ça continue. Ça veut dire que là, en plus avec les élections de Trump, la menace des surtaxes et compagnie, l'euro est vraiment en train de se faire pulvériser par le dollar qui lui reprend du poil de la bête. Voilà. Donc ça, c'est pas bon hein, pour l'économie européenne, bien évidemment. Et il y a de grandes chances que ça ne s'arrange pas, c'est sûr. Allez, ensuite je passe au prix du baril.com, hein, le site où on va voir le prix du, voilà, du baril, comme porte le nom du site internet.
Sur le dernier temps, on voit que la bonne nouvelle, c'est que le pétrole est en baisse. Ça, ouais, c'est une bonne chose. Et par contre, il y a tout à parier que malheureusement, si l'euro s'effondre, eh bien, on puisse, ça crée une nouvelle inflation, hein, et donc on assiste à une nouvelle envolée des prix du pétrole. Donc, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même si en tout cas pour l'instant, voilà, vraiment c'est une bonne nouvelle, c'est que le pétrole est à des prix quand même qui baissent. Alors, c'est vrai que si on regarde par rapport au macroéconomique sur 20 ans, ça fait peine à voir, hein, je ne vous le cache pas. Mais bon, par rapport à 2022 par exemple, on s'en sort quand même pas trop mal là-dessus. Donc là aussi à voir, mais ça va vraiment dépendre du comportement de l'euro par rapport au dollar. Ça va déterminer si les prix du baril, enfin pour nous en tout cas, augmentent ou pas. Ensuite, voilà, là, ça va être intéressant, c'est la valeur du CAC 40. Donc là, j'ai comparé trois bourses. Celle du CAC 40, donc France, enfin la France, le Nikkei 225, c'est-à-dire le marché japonais, qui est vraiment là aussi en chute libre, mais moins que nous. Ah. Donc le Japon, de commun accord dans le monde, c'est l'économie qui est en train de subir le plus là, à l'échelle mondiale, mais elle subit moins que nous. Donc en fait, ils sont quand même mieux lotis que nous, les Japonais, malgré ce qui leur tombe dessus au niveau économique. Et enfin, le S&P 500, c'est-à-dire la bourse américaine. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? Sur 6 mois, on constate que le CAC 40, moins 11%, le Nikkei Japon, moins 1,09%, et la bourse américaine du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, plus 10,7%. On en est sur un mois, on a le même comportement, c'est-à-dire que la bourse américaine est en positif et les bourses françaises et japonaises sont dans le négatif. Sur 5 jours, alors là, tout le monde est dans le rouge, comme vous le voyez, donc CAC 40, moins 2,05. Mais on constate notamment que le S&P 500 sur 5 jours a perdu 2,28%. Là, c'est intéressant à voir que là, tout le monde est dans le rouge. Et sur le dernier jour, hop, on voit que tout le monde est dans le rouge, sauf les Japonais qui sont là, battent tout le monde sur la journée. Bon, après, c'est sur la journée, quoi. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe actuellement, c'est que là on voit qu'il y a la bourse, donc là les bourses américaines aussi est en train de chuter sur les 5 derniers jours, mais légèrement, hein, parce qu'on a vu qu'elle a explosé des records quand même assez pulvérisants, hein. Donc là par exemple si on fait year to date, voilà où on en est, c'est-à-dire qu'il n'y a que le CAC 40 qui a moins 3,47% sur une année. Faut faire quand même. Le Nikkei 225 japonais à plus 7,09 et le S&P 500 à plus 23,78% sur un an. Donc quand on remet les choses en perspective, les moins 1, quelques sur une journée, c'est rien du tout comparé à la performance sur une année. Donc pas de panique à avoir sur le marché boursier, si ce n'est une panique à avoir pour nous, hein, pour la France. Effectivement, on valide le fait que nous, on est vraiment mal actuellement. Et enfin, le cours de l'or, où là, effectivement, il y a des choses à dire. Le cours de l'or est en train de chuter. Alors là, il a un petit peu remonté. Vous voyez, il est à 78 500. Je rappelle que le record, ça a été dans les 83 000 euros, donc le kilo. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment une baisse en fait de l'or. Donc c'est normal. Pourquoi? Parce qu'avec l'élection de Trump, qui a rassuré quelque part les investisseurs mondiaux avec ses propos de paix, etc. Et son plan pour l'Amérique, donc America Great Again, hein, eh bien, on a justement un retrait des capitaux de l'or dans l'or, c'est-à-dire qu'on considérait l'or, hein, comme la valeur refuge en cas de crise. Et comme la crise s'éloigne, eh bien, les investisseurs ont retiré en masse, hein, de leur argent de l'or pour le transférer dans le Bitcoin, les crypto-monnaies qu'on a vu exploser là récemment et le marché boursier américain qu'on a vu exploser aussi la semaine dernière. Voilà. Mais là, il est en train de chuter le marché boursier. Donc peut-être que là, tous les flux sont en train de se diriger vers le marché crypto et notamment sur les altcoins. Parce que là, cette semaine, on a vu également que c'est surtout les altcoins qui ont explosé à la hausse. Alors que le Bitcoin, lui, n'a pas baissé, il est resté stable. Donc ça veut dire que les capitaux sont vraiment déversés d'autres endroits, donc marché boursier, je pense, notamment américain, l'or, pourquoi pas, pour se réfugier dans le marché crypto. Donc on voit que tout est lié, hein, que l'argent ne fait que circuler en fait. Voilà, c'est ça. Bon,
Donc sur ce, bien écoutez les amis, vraiment, je réitère hein, mes propos, bien joué, bravo à vous si vous avez tenu jusque-là sans vendre vos billes, puisque résultat, ben, la patience paye, maintenant c'est la récompense. Faut juste fixer votre stratégie là, de sortie, viser vos paliers. Alors, pour chaque investissement que vous avez fait, bien, on peut parler de, par exemple, vendre 10% à tel montant, etc. Voilà, jusqu'à une certaine somme. Mais en tout cas, surtout prenez des profits parce que, bon, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est jamais à l'abri. Et il vaut mieux sortir trop tôt que trop tard. Voilà, le vieil adage, ne rate pas, surtout en marché boursier. Il vaut mieux ça. Et en plus, je vous le dis par expérience, parce que moi, dans le dernier cycle, hein, je vous rappelle, j'avais fait une très belle performance, mais j'ai rien retiré. Donc après, je me suis fait éclater par le bear market. Bon, j'ai rien retiré non plus. Hein, durant le bear market, je vous l'annonce, hein, j'ai rien retiré, pas une bille. Et donc, je suis bien content de voir que là, ça remonte. Hein. Voilà. Après, j'ai perdu 4 ans, quoi, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, en commentaire. Des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire également. N'hésitez pas à mettre un like aussi si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Hein, plus on est de fous, plus on rigole. Et puis surtout, je vous remercie du fond du cœur aussi hein, pour les likes réguliers. Les commentaires vraiment sont sympas. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. La bise, ciao.